Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire de la saison pour le réseau ArtConnect. Je suis Marie-Aline Bayon, je gère le réseau, je suis en compagnie d'Alexandre et Laurine qui s'occupent de la communication. Le réseau ArtConnect, c'est le réseau national des écoles de musique et des conservatoires connectés en France. Notre mission, c'est de faciliter le développement, l'appropriation des outils numériques dans l'enseignement artistique et nous organisons notamment des séries de webinaires pour présenter des outils, et notamment les outils de nos partenaires. C'est donc le premier webinaire de la saison. Nous sommes très heureux d'accueillir Grégory Delera, président de Make Music, qui développe notamment Final, qui va nous présenter les outils et notamment Smart Music durant ce webinaire ce soir. Vous pourrez questionner directement Grégory par le biais du chat et il prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Je ne serai pas plus longue. Grégory, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Marie-Aline. Bonsoir à tous. J'espère que le micro fonctionne bien. Super. Ravi de discuter avec vous. Je vous parle des États-Unis où je réside depuis 7 ans, ce qui explique le soleil derrière moi. Je pense qu'il fait un peu plus nuit de votre côté. Je vais partager quelques slides avec vous et puis naviguer entre ces slides et les applications dont nous allons parler ce soir. Est-ce que mon écran est visible pour tout le monde? Marie-Aline, c'est bon pour vous? C'est parfait. Super, très bien. Donc bonsoir à tous et je commence par, je pense que c'est utile, un petit aperçu de ce dont nous allons parler aujourd'hui et histoire que tout le monde ait bien en tête les principaux messages qu'on va discuter aujourd'hui. Je représente les sociétés Alfred et Make Music et on est évidemment ravis de contribuer au réseau ArtConnect. Aujourd'hui, Alfred et Make Music ont une présence très forte aux États-Unis et en Amérique du Nord, mais nous pensons que nos outils et notre contenu peuvent aider les professeurs et les élèves en France et en Europe. Évidemment, on est bien conscient qu'il faudra nous adapter sur certains points, que ce soit sur l'aspect catalogue ou sur l'aspect des outils. Mais c'est vraiment pour cela qu'on souhaite contribuer et discuter avec les membres du réseau ArtConnect pour comprendre ce que nous devons améliorer, adapter, de manière à être le plus pertinent possible dans les conservatoires et les écoles de musique en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 offres qui, je l'espère, peuvent correspondre à certains de vos besoins. La plateforme en ligne Make Music Cloud, qui est le nouveau nom de Smart Music, qui comporte à la fois des outils et du catalogue qui peut être utile aux professeurs de musique et aux élèves. Cette plateforme contient un très large catalogue de partitions et je pense que ça offre aux élèves et aux musiciens en général un environnement de pratique musicale très stimulant. On va voir dans quelle mesure cet environnement est plus stimulant qu'un pupitre et une partition papier. Et on va aussi rapidement évoquer l'outil haut de gamme de notation musicale finale, qui, j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà, permet de créer des partitions et de les partager avec vos élèves via la plateforme en ligne Make Music Cloud. Dernier point, on évoquera sur chacune de ces offres ce dont vous pouvez avoir accès en étant membre du réseau ArtConnect. Pour la plateforme Make Music Cloud, on a créé une plateforme dédiée pour le réseau avec 50 accès professeurs et 300 abonnements complets pour les élèves gratuitement. Et on a aussi à disposition 30 codes gratuits pour Final, pour la version anglaise de Final. Et on reviendra sur ces points-là. Du coup, aujourd'hui, notre agenda, ce sera d'abord commencer très brièvement par quelques présentations de mon côté et puis présenter les sociétés que je préside, Alfred et Make Music. Puis ensuite, on verra en détail la plateforme Make Music Cloud. D'une part, les applications qui sont disponibles dans cette plateforme et d'autre part, un aperçu du catalogue de partitions interactives que nous avons dans cette plateforme. Et ensuite, on évoquera, comme je disais, Final. Comment est-ce que Final s'articule avec Make Music Cloud et encore une fois, quelles sont les offres disponibles pour vous en tant qu'adhérent. À l'issue de chacune de ces sections, je ferai une petite pause et je serai ravi de répondre à vos questions, que ce soit par le chat ou des questions en direct si vous en avez et que vous voulez intervenir. Je commence donc par quelques présentations. Donc, je suis Grégory Delera, je suis le président d'Alfred Music et de Make Music.
Avant de rejoindre ces sociétés, j'ai fait des études d'ingénieur à l'École des mines de Paris. Et en parallèle de ces études, j'ai toute mon enfance, entre 6 et 18 ans, passé presque toute ma vie et mes après-midi au conservatoire de Rueil-Malmaison, où j'ai principalement étudié le basson et la flûte à bec. Et c'est cette combinaison de passion autour de l'ingénierie et de la musique qui m'a fait, quelques années après ma sortie d'école d'ingénieur, créer une société qui s'appelle Wizik, et qui est une société qui offrait aux musiciens en ligne des partitions interactives. Et c'est cette société qui a ensuite rejoint à la fois Make Music et Alfred Music, et ce qui explique ma raison aujourd'hui aux États-Unis. En ce qui concerne Alfred et Make Music, pourquoi est-ce qu'on a ces deux sociétés qui travaillent de manière très proche l'une avec l'autre? Parce qu'on pense que le futur de la partition, le futur de la pratique musicale passe par une combinaison entre le contenu et des outils digitaux pertinents pour les musiciens. L'objectif étant d'offrir une pratique musicale qui soit à la fois efficace pour le professeur et pour l'élève, et engageante pour les élèves, de manière à ce qu'ils aient envie de pratiquer plus longtemps. Côté Alfred Music, je pense que vous êtes familier avec cet éditeur qui est l'un des leaders mondiaux de la partition papier, qui existe depuis 1922, donc on fête cette année le 100e anniversaire d'Alfred Music. Et depuis le début, sa mission, et je l'ai gardé en anglais ici, mais c'est d'aider les musiciens à connaître The Joy of Making Music, qui vraiment résume la mission qu'il y a derrière toutes les partitions et toute la composante éditoriale qu'on a côté Alfred. On a aujourd'hui plus de 150 000 titres au catalogue, que ce soit des méthodes instrumentales, des méthodes pour piano. On est l'éditeur exclusif mondial de la méthode Suzuki. On a évidemment des dizaines de milliers de titres pour ensemble, que ce soit de chœur, band, harmonie, donc orchestre, jazz. Et je bouge mon petit panneau. On est aussi les ayants droit exclusifs pour les partitions d'entités telles que Warner Chappell pour les droits un peu pop et pour Warner Bros pour tout ce qui est film. Donc ça nous permet d'accéder à ces droits-là et de produire de la musique qui est adaptée de chansons populaires ou de films. Côté Make Music, c'est une société qui existe depuis une trentaine d'années, qui se focalise sur le développement de logiciels musicaux. Aujourd'hui, on a Make Music Cloud, dont nous allons beaucoup parler, anciennement Smart Music, qui est une plateforme de pratique en ligne et qui s'appuie sur ce très large catalogue de partitions interactives. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est essentiellement utilisée en Amérique du Nord. On a 20 000 professeurs abonnés à la plateforme chaque année et environ 1 million d'élèves qui utilisent la plateforme de manière quotidienne. Final, évidemment, c'est le logiciel de notation musicale. C'est l'un des leaders historiques depuis 25 ans. Et Garitan, c'est un troisième produit qu'on a, qui est une bibliothèque de samples, donc de sons unitaires qu'on a enregistrés à partir de vrais instruments. Et cette bibliothèque, on s'en sert dans Final, mais aussi dans Make Music Cloud. Est-ce qu'il y a des questions à l'issue de cette première section? OK. Je vais passer à la section suivante, qui est un aperçu de la plateforme en ligne Make Music Cloud. Et aujourd'hui, si on regarde de manière très rapide ce qu'offre Make Music Cloud, il y a deux composantes. Des applications en ligne, qui sont donc accessibles depuis votre navigateur. Et ces applications, il y a une application de composition qu'on va parcourir brièvement, une application de lecture à vue ou de déchiffrage, je ne sais plus exactement quel est le mot que je dois utiliser en français, un lecteur de partition interactive, on verra toutes les fonctionnalités que ça peut proposer, et des outils de gestion de classe qui sont très utiles, notamment aux États-Unis. En plus de cela, on a un catalogue de partitions qui se décompose d'une part en partitions interactives. On a 300 000 partitions interactives au catalogue. En plus de ça, récemment, et c'est un catalogue qui est en croissance très rapide, on a 150 000 partitions PDF qui sont imprimables pour ceux qui ont cette option d'impression dans leur abonnement. Pour ceux qui ne l'ont pas, les partitions restent malgré tout consultables, et on a ces partitions qui viennent évidemment d'éditeurs comme Alfred. On a récemment noué un partenariat avec les éditions Peters, et leur catalogue, l'intégralité de leur catalogue sera disponible au format PDF dans Make Music Cloud très prochainement. Je veux juste faire une petite parenthèse sur le marché de l'enseignement musical américain pour vous donner un peu de contexte sur la plateforme telle qu'elle est à l'heure actuelle et ce dont nous allons discuter aujourd'hui.
Aujourd'hui, le marché américain, il y a deux composantes. Une composante au sein du système éducatif américain et une composante qui s'appuie sur une structure privée. Au sein du système éducatif, la plupart des collèges et des lycées proposent des classes d'orchestre ou des classes d'harmonie ou des classes de jazz band, ainsi que des chorales. Et il y a environ 20 à 25% des élèves qui y participent, en moyenne 2 à 3 heures par semaine. Donc c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce que ça expose la pratique musicale à de nombreuses personnes qui ne peuvent pas forcément aller dans des structures privées. En revanche, la contrepartie, c'est que les professeurs de musique supervisent plusieurs dizaines d'élèves, à la fois pour leur apprendre la technique, le solfège, et aussi les évaluer, puisqu'ils sont dans un système éducatif, donc à la fin, il y a des notes à donner. Et donc, c'est très lourd pour un professeur de superviser des dizaines d'élèves en ayant 2 ou 3 cours par semaine. Et c'est pour cela qu'aux États-Unis, le marché des méthode books, qui sont des livres que les élèves et que les professeurs vont utiliser tout au long de leur année scolaire pour apprendre les doigtés, pour apprendre le solfège, sont très, très répandus. Et c'est aussi pour cela que des outils comme Smart Music ont développé des outils de gestion de classe et d'aide à l'évaluation des élèves parce qu'il y a ce besoin d'évaluer 100, 150 élèves dans une école et que ce n'est pas possible de manière individualisée. Pour les élèves qui sont plus motivés ou pour des élèves qui pratiquent des instruments qui ne se jouent pas en ensemble, comme le piano ou la guitare, évidemment, il y a aussi des structures privées. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que la plupart des profs sont, je dirais, l'équivalent d'auto-entrepreneurs en France, c'est-à-dire qu'ils ont leur petit business, leur petite école de musique, et ces cours sont soit dispensés au domicile de l'élève, à leur propre domicile, mais il y a aussi beaucoup de magasins de musique, type la Flûte de Pan, si je prends un exemple à Paris, qui ont aussi des salles de cours et qui louent ces salles de cours aux professeurs. Donc les professeurs viennent dans ces magasins de musique où il y a des instruments, des partitions, et où l'élève peut aussi prendre des cours de musique via ses profs particuliers. La structuration en termes de conservatoire et école de musique est vraiment là pour professionnaliser les élèves, et ça n'intervient qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Donc les établissements comme Curtis, Juilliard ou Berkeley interviennent vraiment après la high school et pas auparavant. La raison pour laquelle je fais cette petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler des outils de gestion de classe, parce que c'est très pertinent aux États-Unis, mais c'est beaucoup moins pertinent dans le cadre d'une école de musique où il y a un enseignement qui est beaucoup plus individualisé, avec des interactions individuelles avec les élèves. Est-ce qu'il y a des questions sur cette section que nous venons d'aborder ? OK. Je vais passer aux applications qui sont disponibles dans Make Music Cloud. Et je crois que je n'ai pas de slide. Donc, je vais naviguer directement, si je le peux, sur la plateforme. Donc là, je suis connecté sur la plateforme Make Music Cloud. Comme vous pouvez le voir, c'est mon compte utilisateur. Donc, j'ai déjà un certain nombre d'éléments qui apparaissent par défaut. Les classes, comme je l'ai dit, on ne va pas forcément inciter beaucoup dessus, ainsi que ce qu'on appelle assignments aux États-Unis, qui sont vraiment les devoirs qu'on a envoyés aux élèves. Encore une fois, c'est très peu pertinent pour notre discussion. On va surtout s'intéresser à ce menu qui est à gauche, qui comporte l'intégralité des outils de Make Music Cloud, que ce soit le catalogue qu'on va voir dans un second temps, ou que ce soit les outils qu'on va passer en revue aujourd'hui. Je vais commencer par l'outil de composition. Donc, même si c'est en anglais, c'est quand même assez proche pour cet outil-là. Et donc, voilà, là, j'ai lancé dans mon navigateur l'équivalent d'un mini-final où je peux créer une partition. Donc là, j'ai vraiment une partition vide et comme dans n'importe quel éditeur de partition, je vais m'assurer que le son est partagé. Oui. Je peux composer des choses et puis accéder aux propriétés des notes sur le panneau de gauche. Je peux rajouter évidemment des informations, je peux rajouter des lignes, je peux écrire du texte, mettre des symboles. Évidemment, je suis loin d'être un compositeur, donc je ne vais pas vous faire supporter plus longtemps moi qui péniblement essaie de rentrer des notes et de composer quelque chose de pertinent. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais plutôt importer un musique XML. Et j'ai un document qui est ici. Donc si vous avez un
une composition existante qui vient de Final, de Sibelius, de Dorico, de Notefly, de MuseScore, vous pouvez l'importer. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va allouer à chacune de ces portées un instrument de la banque de sons Garitan. Donc on va s'assurer que voilà, là, le logiciel a détecté que la première portée est un violon, ce qui est exactement ce qu'on souhaite, et que la deuxième est un piano, donc ça, la détection s'est bien faite. Et là, j'ai ma partition qui s'affiche, et je peux la manipuler. Je peux, si je souhaite, changer les notes, évidemment changer le texte, éditer la partition, etc. Donc ça, c'est une manière aussi d'interagir avec cet outil en ligne. Si vous avez, par exemple, des exercices que vous avez déjà créés et que vous souhaitez les importer dans Make Music Cloud pour ensuite pouvoir les partager, on verra ça dans un second temps, comment est-ce qu'on fait ça. C'est tout à fait envisageable avec cet outil de création. L'autre approche, c'est de dire, je n'ai pas forcément Final ou je suis sur un petit ordinateur portable qui n'a pas Final installé. Là, je peux aller directement en ligne et créer un exercice que je vais soit imprimer, soit partager avec mes élèves via la plateforme ou via d'autres moyens, un PDF et autres. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire dans cet outil et des qualités de gravure qu'a cet outil, je vais naviguer vers ce nouvel onglet où là j'ai chargé une des partitions qu'on a vraiment gravées depuis le début. Il y a quelques mesures seulement du Nutcracker ici, mais on peut voir qu'on a un aspect vraiment qui est très professionnel sur cette partition. Je peux naviguer entre une vue par page ou une vue horizontale pour accéder à ma musique. Évidemment, je peux zoomer, je peux, si je le souhaite, accéder à l'une des parties de cette partition. Ce que j'aimerais vous montrer aussi avec cette partition ici, c'est qu'on a vraiment un playback, donc un rendu audio de qualité, justement parce qu'on s'appuie sur cette banque de sons Garitan. Et là, la magie de l'outil, c'est qu'on n'a pas eu à installer ces banques de sons. Elles sont chargées à la volée dans le navigateur en fonction des instruments qui sont présents ici sur la partition. Et donc, si je joue cette partition, etc. Donc, c'est un premier exemple de la richesse des sons qu'on peut utiliser. Et je pense un des gros avantages qu'on peut avoir par rapport à d'autres outils, que ce soit des outils qu'on doit installer et télécharger, ce qui est assez lourd, ou des outils en ligne qui sont loin d'avoir cette qualité à la fois de la gravure et la qualité audio qu'on vient de voir ici. Je vais aussi vous montrer un dernier exemple sur cet outil, qui est un exemple un peu plus, on va dire, moderne. Là encore, je vais passer en mode horizontal, avec d'autres types de samples qui sont utilisés. On a des options de reverb qui sont utilisables directement dans l'outil. De compression qui sont utilisés ou d'autres effets audio pour rendre le playback plus intéressant. Petite note, je ne suis pas certain qu'avec le partage d'écran dans Zoom, la synchronisation entre l'audio et le curseur soit parfaite. Je sais que parfois ce n'est pas le cas, donc ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement synchronisé de mon côté, mais ce n'est pas forcément le cas du vôtre. Est-ce que vous avez, je crois qu'on a parcouru ce premier outil, avez-vous des questions sur l'outil
de composition en ligne de notre plateforme Make Music Cloud. OK. N'hésitez pas si vous avez des questions plus tard. Je vais maintenant passer à un autre outil qui est vraiment, je pense, assez unique et qui peut être intéressant dans le cadre d'une pratique instrumentale, qui est l'outil de déchiffrage. Alors, l'interface est en anglais, encore une fois, comme je l'expliquais en introduction. Notre plateforme est en anglais, mais on va la traduire dans différentes langues, principalement, pour commencer, français et allemand. Mais voilà, juste pour que vous sachiez si vous utilisez la plateforme qui est offerte pour les adhérents de HeartConnect. Sight Reading Builder, le sight reading, c'est le déchiffrage en anglais. Et on appelle ça Builder parce que vous allez voir qu'on peut, grâce à cet outil, construire à la volée des exercices de déchiffrage pour les élèves. On peut choisir construire des exercices pour des instruments solo, pour des ensembles. Évidemment, c'est très pertinent aux États-Unis, cette notion d'ensemble-là, puisque l'outil est utilisé en classe, en projection sur un écran géant pour que tout l'ensemble orchestral puisse jouer. Mais là, je vais simplement prendre une flûte. Et ce que je vais pouvoir définir, c'est quel type d'exercice de déchiffrage je veux générer. Donc, je peux déjà définir le tempo. Donc là, on va dire qu'on veut un tempo qui varie aléatoirement entre 80 et 90. Chaque exercice qui sera généré aura un nouveau tempo. Donc je vais appliquer ça. Je veux que cet exercice fasse exactement 16 mesures. Donc on va rester sur cette structure-là. On peut choisir d'autres paramètres. Et puis, ça, c'est un premier niveau. Maintenant, j'ai juste à choisir quel type de difficulté je vais vouloir pour mes élèves. Si je prends un niveau 1, je vais avoir des rythmes et des notes et un intervalle de notes, une tessiture qui va être contenue pour les élèves. Évidemment, si je vais dans des niveaux plus élevés, je vais commencer à avoir des choses qui vont être beaucoup plus complexes. Les choses sont générées à la volée. Donc, dès que je clique ce petit bouton, j'ai des exercices qui sont à chaque fois uniques pour l'élève. Donc ça peut être intéressant pour s'entraîner au déchiffrage. Ce qui est intéressant de voir, c'est ces options additionnelles, où là, je vais pouvoir, de manière beaucoup plus fine et du coup beaucoup plus pertinente pour le niveau de mon élève, adapter quelle va être la time signature qu'on va utiliser. Donc, par exemple, là, je vais rester sur du 4/4. Au niveau des clés et de l'armure, disons que je vais prendre du Fa majeur. Et là, je peux définir quelles sont les cellules rythmiques qui vont être utilisées par le générateur de sight reading. Donc là, comme vous pouvez voir, puisque j'ai choisi le niveau 2, j'ai un nombre restreint de cellules rythmiques qui sont utilisées. Je peux en sélectionner d'autres et dire je veux aussi qu'on génère 4 doubles dans mes exercices. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en préparation, par exemple, d'un morceau spécifique, un morceau de concours ou un morceau d'examen de fin d'année, qui aura certaines cellules rythmiques qui sont peut-être compliquées à maîtriser pour l'élève, on peut dire je vais créer moi-même une petite cellule rythmique qui va être intégrée dans ces exercices de sight reading, de déchiffrage, et du coup, ça va aider mon élève à maîtriser ces cellules rythmiques. Par exemple, on va créer croche pointée double et triolet, une petite cellule comme ça. Donc là, je vais prendre croche pointée, je vais rajouter une double, et je vais rajouter maintenant un triolet. Voilà. Je sauvegarde ça, et maintenant j'ai cette petite cellule rythmique que je peux éditer à tout moment, et qui va être intégrée dans mes exercices ici. Donc là, vous pouvez voir que les cellules sont indiquées ici. On a les si bémols qui sont indiqués parce que je pense que quelque part dans mes notes, j'ai cliqué l'option d'afficher les... Alors, désolé pour le vocabulaire qui a totalement disparu pour les mots en français, mais les altérations de courtoisie. Donc, je peux l'enlever maintenant, les altérations ont disparu. Et encore une fois, chaque fois que je clique sur ce bouton, j'ai un nouvel exercice qui s'affiche. Je peux définir pour ma flûte quelles sont les notes qui doivent être incluses et quelle est la tessiture que je vais utiliser. Évidemment, tout ça est pris en compte à chaque fois quand je reprogramme le logiciel. Je peux aussi choisir quel type d'intervalle je veux afficher.
Là, on s'est limité à des intervalles qui vont jusqu'à la carte. Quel type de degrés peuvent être utilisés? Et enfin, je peux aussi introduire et saupoudrer ces exercices de certaines articulations. Je veux familiariser mon élève avec des staccato, donc je vais avoir de temps en temps des staccato qui vont être affichés. Je peux mettre des liaisons. Je peux introduire des dynamiques et choisir quel type de densité je veux de dynamique dans ma partition. Et je peux aussi introduire quelques ornements, que ce soit des mordants, des tris et autres. Et enfin, je peux choisir, moi, en tant que professeur, certaines options mélodiques ou certaines options rythmiques pour que le morceau sonne d'une certaine manière. Quel est le degré avec lequel je veux commencer ou terminer mon morceau? Quel type de segment de gamme ou de segment d'arpège je veux introduire dans mon morceau? Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont présents ici. Et une fois qu'on a fait tout cet exercice-là, on peut en quelques clics partager cet exercice à l'élève qui va l'ouvrir ensuite dans le lecteur de partition interactif qu'on verra tout à l'heure dans la section catalogue et qui du coup aura accès à tout un tas d'outils, regarder les doigtés, avoir une évaluation de sa performance en temps réel, etc. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat, mais je ne vois pas le chat. Marie-Aline, peut-être pouvez-vous lire les questions? Je n'arrive pas à l'afficher de mon côté. Oui, bien sûr. Alors, on a plusieurs questions. Une première question de Raphaël. Est-il possible de rentrer la musique avec un clavier MIDI? Oui, alors je reviens. Je vais rouvrir comme ça. Peut-être faire comme ça. Alors oui, pour Raphaël, merci pour la question. Pour rentrer la musique dans un clavier MIDI, il vous suffit d'avoir une connexion USB pour votre clavier MIDI. Le navigateur Chrome va reconnaître cette entrée MIDI. Et alors attendez que j'arrive à bouger mes petites interfaces ici. Lorsque vous avez ce petit curseur ici qui s'affiche, et là, vous pouvez choisir en fait le mode d'entrée que vous voulez. Ça peut être un mode d'entrée avec des raccourcis clavier comme on l'utilise dans Sibelius ou dans Final, avec une lettre du clavier qui correspond à une note et un chiffre qui correspond à une durée. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'aller très vite à rentrer des notes avec le clavier, c'est possible ici. L'autre possibilité, c'est alors, attendez, je ne vois pas très bien. Voilà. C'est sur cet outil ici. Voilà. Lorsque vous avez un clavier MIDI qui est connecté et qui s'affichera du coup ici dans la barre des tâches de Chrome, au même titre qu'un microphone ou autre, vous pouvez choisir de quelle manière vous voulez quantifier l'entrée MIDI, que vous pouvez d'ailleurs modifier par la suite. Et ensuite, quand vous cliquez Start Recording, alors je vais essayer de le faire avec le clavier virtuel. Alors, je ne sais pas si ça a marché. Voilà, magnifique. Donc voilà, là j'ai fait une entrée avec le clavier virtuel, mais évidemment s'il y avait un clavier qui était connecté, d'une part ce serait plus simple, d'autre part ce qui serait rentré serait probablement beaucoup plus pertinent que ce que je viens de mettre ici. Est-ce que ça répond à votre question, Raphaël? Oui, très bien. Okay, super. Alors, deuxième question, donc pour le coup, c'est moi qui la posais. Tout ce que vous saisissez dans l'interface, est-ce que ça se sauvegarde automatiquement ou est-ce qu'il y a un mécanisme de sauvegarde manuel? Alors, pour le moment, par exemple, là, ce que j'ai fait dans Compose, il faut aller dans le menu Fichier, et là, vous avez plusieurs options pour sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder votre composition dans Make Music Cloud directement, et on verra tout à l'heure comment accéder à ces compositions. Vous pouvez télécharger un musique XML, vous pouvez télécharger un PDF, vous pouvez aussi le partager à vos élèves sous forme d'un assignment. Encore une fois, on n'est pas dans cette logique d'envoyer des devoirs aux élèves virtuellement, je pense,
dans les structures françaises. Ou on peut aussi, simplement, si je suis en classe, l'ouvrir dans Make Music Cloud, dans le lecteur interactif, et là, immédiatement, avoir cette évaluation en temps réel, avoir toutes les bénéfices qu'on va voir dans quelques temps au sein du lecteur interactif. Même chose pour le Sight Reading Builder, ici, dans cette fenêtre. Ici, je peux très bien sauvegarder ce template. Alors, ce ne sera pas exactement cette musique, puisque la musique est générée de manière aléatoire, mais ce seront ce jeu de paramètres qui seront sauvegardés. Et ensuite, je peux à tout moment le rouvrir pour, encore une fois, l'envoyer à mes élèves ou pour le modifier si je le souhaite. Par contre, supposons que par un total hasard, la probabilité est quand même très faible, mais en cliquant sur ce petit bouton, je génère une merveille de composition qui est magnifique. Je peux très bien le sauvegarder en musique XML et ensuite l'ouvrir dans Compose pour faire quelques petites éditions si je le souhaite par la suite. Merci. Dernière question pour le moment. Alors, c'était Lucie. J'essaie de retrouver la question. Donc, Lucie qui pose la question, peut-on créer des déchiffrages en duo, par exemple? Alors, on peut créer des déchiffrages en duo. Je vais vous montrer comment faire. Donc ici, en ensemble, je peux choisir... Alors, il y a des ensembles préenregistrés. Je ne pense pas que par défaut, on ait des duos. Mais par contre, je peux très bien choisir un ensemble moi-même et dire, je vais prendre... Alors, je vous avoue que je n'ai jamais fait ça. Donc, je vais essayer en temps réel de faire ça. Donc, on va choisir une flûte. Je vous avoue que on peut le faire, Lucie, je vous le garantis. Je ne sais pas comment le faire. L'outil est assez avancé et je n'y suis pas au quotidien. Mais c'est dans cet onglet-là qu'on peut paramétrer les ensembles. On a en ligne tout un tas de documents de support, à la fois pour Compose et pour Sight Reading Builder, donc pour l'outil de déchiffrage, qui explique pas à pas comment utiliser ces outils. Mais je vais arrêter cette petite honte en direct à ne pas savoir vous montrer cette démonstration. Merci Grégory. Je vois que le chat a encore des petites notifications. Je ne sais pas, Marie-Aline, si c'est d'autres questions ou si c'était juste des... En fait, c'est Lucie qui vous remerciait pour la réponse. Ok. Juste Lucie, pour vous indiquer quelque chose que j'espère j'aurais pu montrer. Je vais prendre un petit ensemble, un trio par exemple, et puis je vais faire les choses par défaut avec un niveau simple. En fait, les choses que vous pourrez choisir justement au niveau des ensembles, et je crois que c'est ici... chose très intéressante que j'ai oublié de mentionner, en cliquant dans l'option des notes, vous pouvez aussi dire « je veux simplement faire un exercice rythmique ». Et donc, dans ces cas-là, on a un exercice purement de déchiffrage rythmique, ce qui, pour le coup, peut être intéressant pour préparer des examens où généralement, il y a quand même toujours une composante déchiffrage rythmique dans les examens de solfège. Et donc, voilà, ça peut être intéressant. Et dans les outils d'ensemble, vous verrez une option qui permet de savoir est-ce qu'on veut que les instruments jouent à l'unisson, par exemple dans le duo que vous proposiez, Lucie, ou est-ce qu'on veut que ce ne soit pas à l'unisson? Aujourd'hui, le moteur et l'algorithme de génération de sight reading, de déchiffrage, n'est pas suffisamment poussé pour que si vous n'optez pas pour l'unisson, les lignes ne seront pas forcément hyper mélodiques entre elles. Donc, on sera plus proche de la composition expérimentale que de la composition vraiment qui peut être jouée avec confiance pendant un concert. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces deux outils que nous venons de voir, que sont l'outil de déchiffrage et l'outil de composition? Alors, a priori, non. OK. Parfait. Je vais continuer. Et du coup, on va passer à la section qui consiste à passer en revue le catalogue de partitions interactives que l'on a. Alors, avant de retourner sur l'application, je vais utiliser un ou deux slides
pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir sur cet outil de partition interactif. Là, vous avez une copie écran de ce lecteur de partition interactif où la partition s'affiche, évidemment. Et ensuite, vous avez en haut certains onglets qui sont des onglets qui vont permettre à l'élève ou au professeur on l'espère, d'avoir une pratique plus immersive. Le premier élément, c'est l'élément audio, où chaque partition interactive a une piste audio qui lui est rattachée, qui est synchronisée. Donc lorsque l'élève va jouer, il y aura une piste d'accompagnement qui sera parfaitement synchronisée, ce qui fait que lorsque vous cliquez à un endroit dans la partition et que vous cliquez le bouton play, la piste audio va immédiatement commencer là où vous avez cliqué. Donc évidemment, par rapport à un CD, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique. C'est tout aussi vrai quand on va créer des boucles, donc loop ici dans l'outil, où on peut travailler une boucle spécifique et en boucle, l'audio va revenir au bon endroit et l'élève va pouvoir travailler de manière accompagnée, même s'il a fait une boucle dans l'outil. Deuxième élément, le ralentissement de l'audio pour travailler de manière plus efficace, ou ces pistes d'accompagnement qui sont pour la plupart, je dirais à 90% des pistes MP3. On a 10% de pistes MIDI qui utilisent les samples Garriton. On peut ralentir l'audio sans changer le pitch et la hauteur du son de l'audio. Et on a beaucoup travaillé sur cet algorithme pour avoir une qualité audio qui reste très bonne, même si on ralentit significativement l'audio. C'est assez compliqué d'un point de vue mathématique de ne pas trop déformer la piste MP3 quand on la ralentit tout en gardant le pitch. C'est simple quand on a accès, quand on est sur iPad et qu'on a accès à certaines librairies mathématiques pour le faire. Elle n'existe pas dans le navigateur et le navigateur est beaucoup moins puissant qu'un téléphone ou même qu'un iPad. Et du coup, au niveau algorithme, c'est assez compliqué de faire du time stretching ou du ralentissement de tempo dans le navigateur, mais je pense qu'on a quelque chose qui marche relativement bien maintenant. Lorsque l'élève va cliquer sur une note, le doigté va s'afficher pour tous les instruments, pour toutes les partitions qu'on a. On a le doigté, et lorsqu'il y a des doigtés alternatifs qui existent pour cette note, eh bien l'élève peut naviguer, on le verra tout à l'heure, entre ces différents doigtés alternatifs. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'outil de notation musicale, l'outil de sight reading et l'engin qu'on utilise pour afficher la musique sont des outils où on a passé énormément de temps, des années de recherche et développement pour avoir une qualité de gravure qui soit très proche de la partition papier. On le verra sur certains exemples. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui, tous les jours, intègrent du contenu des éditeurs, Alfred, Al Leonard, Schott, Peters, Faber, et ils font extrêmement attention à ce que les sauts de portée, les sauts de page, soient exactement en cohérence avec la partition papier. Ce qui fait que si vous, avec vos élèves, vous travaillez avec une partition papier et que l'élève veut travailler sur la plateforme à la maison pour s'améliorer et progresser plus vite, il y aura une vraie cohérence visuelle entre la partition papier et la partition digitale. Et ça, je pense que c'est assez unique dans le monde des partitions, des outils en ligne, parce que la plupart des autres acteurs prennent un fichier musique XML ou digital et l'affichent sans forcément faire attention à ce que toutes les informations qui font la qualité d'une partition papier restent intactes. Et enfin, vous voyez sur cette partition qu'il y a des notes rouges et des notes vertes. On le verra sur la démo que je vais essayer de faire à la flûte à bec. Lorsqu'on joue, en temps réel, les notes vertes et rouges vont s'afficher pour indiquer à l'élève ce qu'il a bien ou pas joué. Et comme je suis enregistré pour faire cette évaluation, à tout moment, je peux cliquer sur ce petit bouton violet, on le verra tout à l'heure, pour me réécouter. Et donc, c'est très utile de ah bah ok, là, je vois que j'ai des notes rouges, je vois que j'ai fait un si bécard au lieu d'un si bémol. Ok, je vais me réécouter pour voir vraiment si moto évaluer et progresser par l'écoute. On pense que c'est vraiment important qu'il y ait cette dimension-là qui soit intégrée dans l'outil. Du coup, je vais repasser sur l'outil. Il y a une question, Grégory, sur le catalogue. La question, c'est est-ce que les partitions sont transposables? Alors, les partitions ne sont pas transposables, mais je vais expliquer pourquoi. Par contre, dans un certain nombre de cas de figure, les partitions ont été en fait
Il y a plusieurs versions de la même partition qui existent pour plusieurs instruments, notamment pour les instruments et pour les titres du domaine public sur lesquels soit Alfred, soit Make Music ont une capacité en fait il n'y a pas de contraintes liées à l'auteur ou au compositeur. On a créé plusieurs versions et on verra qu'un morceau de Corelli, de Mozart, on a créé une version pour le corps, pour la trompette, pour la flûte à bec, évidemment en tenant compte des contraintes de tessiture de l'instrument. Par contre, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas à la volée transposer la partition. On sait que c'est quelque chose qui serait très intéressant. Il y a des contraintes assez fortes vis-à-vis des éditeurs qui, dans leur relation avec le compositeur, ont un devoir de respect de l'œuvre originale. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'offrir un contrat, on va dire, un contrat commun qui couvrirait l'ensemble des partitions. Donc on y va au cas par cas. Évidemment, on a plus de flexibilité avec Alfred. L'une des pistes vers laquelle on s'oriente, notamment pour le contenu Alfred, c'est que les partitions d'Alfred qui sont au format interactif permettent de les ouvrir dans l'outil Compose. S'il y a un passage, par exemple, qui est particulièrement compliqué dans une partition, vous, en tant que professeur, l'idée qu'on aimerait offrir, c'est j'ouvre cette partition dans l'outil de composition et je vais simplifier ce petit passage qui est un peu trop compliqué avant de l'imprimer ou de le partager à mon élève. Encore une fois, c'est des droits différents du droit juste de reproduction, c'est des droits d'arrangement. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrivera. Alors, il y a une question de plus de Raphaël. Si j'ai bien compris, la partition qui sera rentrée dans Compose peut être envoyée sur le module de partition interactive et vice-versa. Oui, pour la première assertion qui est ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait dans Compose, et on le verra ce que j'ai fait en Finale, je peux tout à fait le partager et le mettre dans ce format interactif, et toutes ces fonctionnalités-là seront disponibles. Par exemple, si vous composez un quatuor et que vous le partagez avec un élève, l'élève va devoir choisir quelle partie il veut ouvrir dans le player. Supposons qu'il choisisse la partie de violon 1, et bien dans ces cas-là, my part, c'est-à-dire ma partie, celle que je joue, sera le violon, c'est celle qui sera affichée, et il pourra l'écouter ou pas avec le rendu Garitane, et l'accompagnement sera constitué des 3 autres parties qui ont été rentrées initialement dans Compose. En revanche, le sens inverse, c'est ce que je mentionnais, c'est quelque chose qu'on aimerait offrir, la capacité de prendre une partition existante d'un éditeur qui a été mise au format interactif et de l'ouvrir dans Compose. Aujourd'hui, on est limité par certaines restrictions de droit d'auteur, mais on pense être en mesure d'expérimenter certaines choses avec les compositeurs Alfred, qui évidemment travaillent dans l'entreprise et avec lesquels on a beaucoup plus de facilité à être flexible sur ce genre de composition. Est-ce que ça répond à votre question, Raphaël? Oui, merci Grégory. Ok. Du coup, on va maintenant voir de manière un peu plus dynamique ce lecteur interactif. Alors, je vais retourner sur la page d'accueil de Make Music Cloud et je vais aller maintenant dans Music Catalog. Alors, première chose, on a cette page d'accueil un petit peu à la Netflix, on va dire, où on propose les titres les plus récents ou des catégories intéressantes. Vous voyez que là, il y avait évidemment Halloween, c'était la grosse affaire il y a quelques semaines, donc on avait plusieurs titres liés à Halloween. On a certains compositeurs, Pink Zebra, notamment sur la partie chorale, qu'on met en avant régulièrement. Et puis voilà, on essaie vraiment de faire tourner un peu tous les types de contenus qu'il y a, tout en gardant du contenu qui reste très varié. On a parfois des focus sur les grands titres classiques. On peut avoir les films qui sont sortis très récemment. On essaie toujours encore une fois, d'avoir des élèves qui vont avoir envie de pratiquer plus et des choses peut-être un peu différentes, ou alors permettre aux professeurs d'offrir quelque chose de différent en plus du cursus traditionnel d'apprentissage qu'il y a. On peut aussi explorer le contenu par genre, classique, rock, pop, jazz, etc. Et puis on peut aussi explorer le contenu avec les principaux éditeurs. On travaille avec 172 éditeurs différents. Là, on n'a mis que les principaux qui font du sens pour le marché américain. Et ensuite, on a des catégories. Est-ce que je veux plutôt de musique de chorale pour improviser en jazz,
des musiques d'orchestre ou des musiques solo, etc. Ça, c'est vraiment l'aspect découverte, exploration. J'ai envie de jouer quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je peux trouver sur cette plateforme? Mais évidemment, on a aussi un moteur de recherche qui est assez sophistiqué, où je peux avoir un champ libre. Par exemple, j'ai pris ma flûte à bec, je vais être limité en répertoire, donc je vais chercher Corelli. Et voilà, là j'ai 48 titres qui concernent Corelli et que je peux ensuite explorer et ouvrir. Donc quand je clique ici, j'ai un aperçu du titre. Et là, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Il s'agit ici d'une sonate pour violon. En revanche, elle a été adaptée pour tous ces instruments-là. Donc cette sonate-là va pouvoir être jouée avec l'accompagnement évidemment qui est transposé correctement, avec une clarinette en si bémol, avec une trompette, avec un sax, etc. Ça, c'est une manière d'explorer le contenu par mots-clés. Une autre manière d'explorer le contenu, c'est de chercher par instrument. Donc je vais aller chercher ici flûte à bec alto. Et là, j'ai quelques titres qui sont proposés pour la flûte à bec alto. Et je peux voir ici le niveau de difficulté. Et je suis toujours sur Corelli, ce qui me surprend. Voilà, je vais enlever Corelli. Et voilà, ça me paraissait bizarre d'avoir que 5 titres pour flûte à bec alto. Voilà, donc là, j'ai 87 titres pour la flûte à bec alto. Et je peux, encore une fois, les ouvrir et les choisir. Donc je vais, pour cette démonstration, je vais aller dans la difficulté et je vais choisir un morceau de difficulté avancée, histoire de pouvoir faire des fautes. Et on va prendre, par exemple, le concerto en do mineur de Marcello. Et donc là, quand je vais cliquer « Ouvrir », encore une fois, je peux choisir l'instrument que je souhaite. Donc pour moi, ça va être la flûte à bec alto. Et je peux choisir le mouvement lorsqu'il y a plusieurs mouvements qui sont disponibles. Voilà, donc là, j'ai ouvert le titre dans la partition interactive. Et on voit l'interface que je vous ai présentée jusqu'à présent. Je peux naviguer d'un mouvement à l'autre. Par exemple, si je souhaite ouvrir le dernier mouvement, Allegro, je peux le faire. Je peux cliquer sur n'importe quelle note. Et là, j'ai deux options. J'ai cette petite option pour voir les doigtés. Donc là, je vais avoir mon doigté de si bémol pour ma flûte à bec. Et je peux écouter la note. Alors, je ne sais pas comment ça rend pour vous à distance. Je sais que parfois, avec Zoom, ce n'est pas top. Mais voilà, on utilise les samples Garitan pour que l'élève puisse écouter la note et dire « Ah oui, effectivement, ce n'est pas forcément celle que j'étais en train de jouer. Je vais regarder le doigté et puis je vais essayer de m'améliorer. » Au passage, on a ici un tuner. Et lorsque je clique sur ce bouton, je peux ouvrir ce tuner, cet accordeur, en temps réel dans un autre onglet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur le bouton Play. Et vous voyez ici que j'ai mes pistes qui vont être activées lorsque j'ai cliqué sur le bouton Play. Je vais mettre un petit peu de métronome. Je peux, si je souhaite, notamment sur les mouvements lents, avoir des sous-divisions de mon tempo, que ce soit binaire ou ternaire en fonction du morceau, que je ne vais pas activer ici. MyPart, ce sera des samples de flûte à bec qui vont être utilisés pour jouer ce qui est écrit sur la partition. Et l'accompagnement, je crois que dans ce cas de figure ici, on a un accompagnement MIDI sur lequel on a mappé ou alloué des sons. Et j'imagine qu'on va entendre du clavecin et du violoncelle. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien le son, Marie-Aline? Oui, on entend très bien. Ok, super. Parfait. Je peux ralentir le tempo qui est à 160 ici. Et je peux choisir d'écouter aussi la flûte. Je n'ai pas forcément choisi le meilleur morceau parce que les samples de flûte à bec, que ce soit côté Garitan ou que ce soit sur des librairies plus sophistiquées, sont toujours... c'est pas forcément l'instrument qui reçoit le plus d'amour au moment des sessions de recording. Alors, je vais mettre play.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. On peut évidemment explorer la totalité du morceau. Et la très grande majorité de nos titres, que ce soit interactifs ou PDF, peuvent être imprimés si on a ce petit module d'impression dans l'abonnement. Et dans ces cas-là, je peux choisir ou bien d'afficher la partition telle qu'elle est affichée ici, ou bien, si je le souhaite, et ça c'est quelque chose que je ne vais pas encore montrer, dans l'onglet Display, je peux choisir évidemment de voir plus de musique. Mais si je zoome plus, en fait, la musique va se réengraver à la volée de manière à s'adapter à la taille de l'écran. Donc, si je joue sur un petit écran, sur un iPad, je peux utiliser cette notion de zoom pour réafficher à la volée la musique et faire en sorte qu'elle soit toujours adaptée à ma taille d'écran. Autre élément qu'on peut utiliser, pour les gens qui sont daltoniens, les notes vertes et rouges, évidemment, ce sera un enfer. Et donc, du coup, on a ce mode ici qui permet d'avoir des couleurs différentes et qui permettent d'être bien visibles pour les gens qui ont des problèmes de daltonisme. Et ensuite, au niveau de la mesure, je peux choisir ou non d'avoir ma mesure qui s'affiche en bleu ciel. Et ensuite, le curseur en lui-même, je peux choisir, est-ce que ce curseur doit suivre le bit et marquer le bit, la pulsation, pardon. Est-ce que c'est un curseur qui va être coulant tout au long de la musique, ou est-ce que c'est un curseur qui va suivre les notes à notes? Évidemment, sur un morceau rapide comme ça, on n'a pas intérêt à choisir un note à note, mais si l'élève est plus avancé, il n'y a pas forcément de pertinence à lui afficher un curseur et un coloriage de mesure, donc on peut mettre toutes ces fonctions off et les désactiver. Je mentionnais les loops tout à l'heure. On peut créer une boucle. On a juste à faire bouger ces petites poignées où on veut sur la partition. Et puis, on va créer une petite boucle. Donc, si j'ai envie de travailler précisément cette section ici, je la définis. Ensuite, je vais dire, entre chaque boucle, je veux 3 bits. Donc là, je peux choisir de ne pas en avoir ou d'en avoir. Donc ça permet de faire une petite pause entre chaque boucle. Et ensuite, ça c'est très intéressant, je peux choisir de commencer un tempo beaucoup plus bas et de dire, entre chaque boucle, je vais augmenter la pulsation de 5 BPM. Et donc, ça permet de travailler progressivement le morceau avec une pulsation, avec un tempo qui s'accélère. Des questions sur cette première partie de présentation de la partition interactive? Oui, alors 2 questions. Une question d'Élise, sur quoi se base le niveau de difficulté? Et ensuite une question de Raphaël, il faut un abonnement pour pouvoir ouvrir l'ensemble des partitions, mais certaines sont-elles gratuites? Oui, alors merci beaucoup. Sur la première question, pardonnez-moi, Marie-Aline, quelle est la première question d'Élise? C'était donc sur quoi se base le niveau de difficulté? Oui. On a vu dans le catalogue qu'il y avait des petits points de couleur pour classifier la difficulté. Alors, pour l'instant, le niveau de difficulté, étant donné qu'on s'est adressé principalement au marché américain, il y a un acteur historique dans le marché de la distribution de partitions qui s'appelle JW Paper, qui est un site en ligne de distribution qui représente tous les professeurs s'approvisionnent soit au sein de JW Paper, soit au sein d'Amazon. Et historiquement, cet éditeur a toujours indiquer le niveau des partitions via son équipe éditoriale. Et c'est ce niveau-là qu'on utilise parce que c'est un peu un niveau standardisé qu'il y a aux États-Unis. Évidemment, chaque éditeur a son propre niveau de difficulté, mais ce serait compliqué d'offrir un moteur de recherche qui prend en compte les niveaux de chaque éditeur sans avoir forcément de correspondance. Pour être honnête, je ne sais pas trop comment Lemoine, Biodo font avec leurs partitions. Mais encore une fois, ça fait partie des choses très intéressantes où comprendre ce qui serait idéal pour un professeur dans une école de musique en France serait hyper utile parce qu'après, il faut juste le coder et avoir les bonnes données, mais ce n'est pas le plus compliqué. En fait, pour rebondir sur ce que vous dites, nous, on travaille sur des référentiels de fin de cycle qui sont à la base dans le schéma du ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on se réfère à ça, notamment sur le premier et le deuxième cycle. Le premier étant, on va dire, les débutants, les premières années mise en place des acquisitions fondamentales de la musique. Et puis après, on monte en cycle avec l'appropriation vraiment d'une culture, de l'expression, jusqu'au cycle, on va dire, pré-professionnel, qui est le dernier cycle en conservatoire, en fait. Et par rapport aux éditeurs français, il y a, enfin, à ma connaissance,
Je dis peut-être une bêtise, mais il n'y a pas vraiment non plus d'éléments qui unifient cette question de niveau. Certains donnent des niveaux relatifs. En fait, c'est toujours compliqué s'il y a un catalogue et qu'on veut chercher justement par rapport à un niveau, c'est de savoir quel est le référentiel de base en fin de Oui, compte. oui, tout à fait. Il y a un exercice qu'on avait fait et qu'on n'a pas encore mis en avant sur l'outil de moteur de recherche, mais je sais qu'il y avait une collection, alors peut-être que c'est plus pertinent du tout maintenant, mais il y avait cette collection 10 ans avec le violon, avec la flûte, et on avait du coup intégré toutes ces données et on les avait allouées à notre catalogue actuel pour les titres qui étaient en adéquation avec le catalogue 10 ans avec. Mais voilà, c'est un peu la logique qu'on pourrait avoir. On pourrait très bien dire, euh, une fois que vous avez sélectionné l'éditeur Lemoine ou Biodo, qui ne sont pas encore au catalogue de Make Music Cloud, mais on pourrait dire, bah, on va chercher par niveau, mais je suis d'accord avec vous, Marie-Aline, peut-être qu'un niveau débutant chez Lemoine, c'est pas tout à fait la même chose qu'un niveau débutant chez Biodo dans leur référentiel à eux. Et donc, du coup, qui choisit d'un point de vue éditorial de faire ce référentiel commun? La question est répondue aux États-Unis, puisqu'il y a J.W. Pepper qui l'a fait et qui est devenu de facto la référence. Mais en France, ça n'a pas l'air d'être le cas. Effectivement, ouais, on n'a pas, enfin, en tout cas, toujours à ma connaissance, mais bon, je pense que je suis relativement renseignée sur cette question. On n'a pas enfin, on n'a personne, sauf si quelqu'un connaît une référence, qu'il la mette dans le chat, mais effectivement, on n'a pas voilà, on fait nos propres, comment dire, réservoirs d'œuvres par rapport au niveau et aux compétences et aux connaissances qui sont visées dans chaque Mhm. niveau. C'est vrai que si un moteur qui permettait de classifier le niveau des œuvres existait, ce serait quelque chose qui offrirait un gain de temps considérable aux enseignants, en fin de compte, hein. Alors, juste sans trop diverger sur ce sujet-là, mais quelque chose de très intéressant qu'on explore à l'heure actuelle, qui est un tout petit peu complexe d'un point de vue technique, mais tout à fait faisable. Euh, la plupart de nos partitions, comme je l'expliquais, sont au format musique XML. Et donc, en fait, ce qui serait intéressant, le professeur sait vraiment quel est le niveau de ses élèves, ou en tout cas d'un élève en particulier. Et on pourrait tout à fait dire, plutôt que de chercher par mots-clés ou par niveau, qui est un niveau un peu abstrait, euh, je vais dire, trouve-moi Make Music Cloud, tous les morceaux qui contiennent des triolets, qui sont un tempo compris entre 80 et 100, qui sont en fa majeur, et qui ne vont pas plus haut que telle note. Et ça, en fait, ce serait intéressant pour vraiment trouver les morceaux qui correspondent pas forcément à un niveau relativement générique, mais à une demande bien spécifique qui est je veux tel type de critères pour mes morceaux. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour un professeur, je pense. Effectivement, mais ça, du coup, pour l'instant, votre outil ne le propose pas. Pour l'instant, ça ne le propose pas. Ce que je dis juste, c'est que comme tout est au format musique XML, on a ces données-là qui existent. On sait exactement que ce morceau-là a telle tessiture, telle tonalité, telle métrique. Et donc, du coup, on pourrait faire cette recherche-là. On a commencé à faire un peu d'exploration, mais c'est plus compliqué en fait en termes d'interface utilisateur qu'en termes techniques pour faire les recherches. Quels sont vraiment les critères et la manière pour un prof de chercher sans que ça devienne une usine à gaz, parce on l'a vu pour le moteur de déchiffrage et l'outil de déchiffrage, on peut très vite avoir des dizaines et des dizaines de paramètres. Et là encore, c'est en discutant avec des utilisateurs en France et aux États-Unis, parce que les demandes ne seront pas forcément les mêmes, qu'on va pouvoir vraiment définir l'interface utilisateur qui est la plus pertinente. Merci. Et du coup, il y avait une deuxième question, donc celle de Oui, Raphaël, qui demandait, voilà, il faut un abonnement pour pouvoir ouvrir l'ensemble des partitions, mais certaines sont-elles gratuites? oui, certaines sont gratuites. Je reviens rapidement euh, sur le catalogue musical. Dans l'aspect recherche, euh, il y a quelque part, dans les catégories, je crois, non, genre. Ah oui, pardon, Free Selection, voilà. Ici, on peut choisir, du coup, on a l'intégralité des titres gratuits qu'il y a. Et donc, n'importe qui peut créer un compte, utiliser Smart Music ou Make Music Cloud dans sa totalité. Simplement, la restriction aura lieu sur le catalogue qui est disponible. Je reviens sur cette partition et je vais montrer la dernière composante de cette partition interactive, qui est la capacité de s'enregistrer et d'avoir un retour sur ce qu'on a joué.
Donc, je vais enlever la boucle. Je vais enlever la flûte à bec qui joue. Je vais garder un peu d'accompagnement et un peu de métronome. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Record. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va calibrer le microphone, puisque au sein du navigateur, c'est très compliqué de s'appuyer sur une latence fixe pour un microphone, d'une part parce qu'il y a des centaines et des centaines de microphones différents, et d'autre part parce qu'en fonction de l'appareil que vous utilisez, en fonction d'une session à l'autre, la latence, c'est-à-dire le temps vraiment entre ce que vous allez entendre via les haut-parleurs de l'ordinateur, et donc ce qui va vous inciter à jouer avec l'accompagnement, et ce qui va être enregistré et détecté par l'ordinateur, il peut vraiment y avoir des grosses variations. Donc avant chaque début de session, on doit se calibrer. Au passage, on peut aussi utiliser, je fais référence à la question sur Compose, on peut utiliser un clavier MIDI, notamment sur les pièces de piano, et avoir un assessment via le clavier MIDI. Donc ce que je vais jouer sur mon clavier MIDI va être évalué en temps réel. Mais là, on va utiliser le microphone. Donc le petit bip que vous avez entendu, il a été émis par les haut-parleurs, il a été ensuite enregistré par mon microphone, et du coup, comme je sais précisément quand j'ai émis le bip, et comme ensuite je sais précisément quand est-ce que j'ai entendu ce bip, je peux estimer la latence de mon système. Je vais prendre ma flûte à bec, et je vais essayer de jouer cette première partie. Par contre, j'ai intérêt à me remettre au début. Par contre, je vais enlever le son de l'ordinateur pour pas qu'il y ait d'interférence via Zoom avec le son de l'ordinateur. Donc je pense que vous n'entendrez plus beaucoup l'accompagnement, mais par contre, vous devriez entendre ma flûte. Voilà, donc là, en fait, on voit que les erreurs que j'ai pu faire sur la partition ont été détectées. La raison pour laquelle la note précise n'a pas été détectée, c'est que l'accompagnement était aussi capté par le microphone, et donc forcément, il y avait beaucoup de pollution dans ce qu'enregistre le microphone. La manière dont on recommande d'utiliser l'outil, c'est d'utiliser juste un casque audio ou des écouteurs, de manière à ce que l'élève puisse profiter de l'accompagnement. Mais par contre, le seul son qui va rentrer dans le microphone, ce sera le son de l'instrument. Et donc, dans ce cas-là, on a une détection très précise, et les notes rouges qui vont s'afficher vont afficher en fait exactement la note qu'a joué l'élève. Donc, voilà un petit peu comment l'outil fonctionne. Et comme je le disais, si on appuie sur le bouton Replay, on va entendre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que j'ai arrêté de partager le son de l'ordinateur, mais voilà comment fonctionne l'assessment, donc l'évaluation de l'élève dans la plateforme. Si, on a, des questions sur cette partie? on a très bien entendu la partie de flûte, pas de souci pour le son. Ok, super. Alors, Raphaël demande, l'outil fonctionne-t-il sur iPad et iPhone? Il fonctionne sur iPad. Il faut utiliser le navigateur Chrome sur iPad. Cela dit, je dis une bêtise, non, maintenant sur Safari, par défaut, ça fonctionne aussi sur iOS. Par contre, sur smartphone, ça fonctionnera si la résolution de votre smartphone est suffisamment bonne pour prendre en compte les contraintes de l'outil. On a des résolutions minimum qui sont demandées par l'application. Je vais vous montrer ici. Si je... Voilà, à un moment donné, il y a ce message-là qui s'affiche. Et du coup, il faut avoir 720 pixels minimum. Après, il y a des contraintes particulières sur certains téléphones. Mais pour répondre à votre question, ça marchera sur iPad, certainement. Sur les smartphones et sur l'iPhone en particulier, ça va dépendre des contraintes d'écran qui seront
qui correspondront à votre modèle. Merci. D'autres questions? OK. Je vais terminer cette section sur le catalogue en passant en revue quelques titres pour vous montrer un peu la profondeur du catalogue et la variété du catalogue qu'on a. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, donc ici dans ma librairie, je ne sais plus si c'était Lucie ou quelqu'un d'autre qui demandait est-ce que je peux exporter mon contenu de Compose vers Make Music Cloud. Et en fait, tout le contenu qui a été créé sera dans My Created Content, où là, il y a l'intégralité soit des compositions, qui est la petite plume que vous voyez ici, soit des exercices de déchiffrage qui vont apparaître ici. Et à tout moment, vous pouvez soit les envoyer aux élèves, soit les jouer directement dans Smart Music, dans Make Music Cloud, soit les éditer si vous le souhaitez. J'ai créé une playlist Art Connect. Et donc, dans cette playlist, j'ai mis quelques morceaux pour illustrer un peu la diversité des titres. On a, en exemple, des titres de Nintendo. Alfred a des droits exclusifs sur le catalogue Nintendo. Donc, la seule manière d'avoir des partitions officielles non piratées Nintendo, c'est que Alfred les ait publiées. Et du coup, on profite de ça pour intégrer beaucoup de contenu. Et donc, je peux ouvrir la partition du thème principal de Super Mario pour la trompette. Encore une fois, on n'offre pas la transposition, mais dans ce cas de figure, c'est un bon exemple de tous les arrangements possibles qui ont été faits pour chaque instrument. Et on retrouve l'interface classique. Je clique sur le bouton Play. Là, vous voyez que dans le display, mon curseur était sur la partie note, donc c'est très très haché, c'est pas forcément idéal pour ce genre de morceau. Je vais mettre en flow. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses où là pour le coup on a travaillé avec les équipes Nintendo pour valider le contenu et faire en sorte que la bande son qu'on utilise en termes d'accompagnement soit acceptée. C'est toujours la complexité quand on travaille avec Warner Bros, Warner Chappell ou Nintendo ou d'autres, ou Suzuki, d'avoir ces itérations parce que tout doit être validé même s'il s'agit juste d'une partition. Je vais prendre un autre exemple. Un exemple d'ensemble, cette fois-ci. Donc, on a l'un de nos compositeurs, Brian Balmage, qui est vraiment très connu aux États-Unis, qui avait fait un titre, l'un des titres majeurs des 15 dernières années, qui s'appelait Moscou 1941, et qui a fait une suite à ce morceau, Kiev 2022, qui a été extrêmement joué. Je crois que c'est l'un des morceaux qui a été le plus joué par des ensembles orchestraux aux États-Unis en 2022. Et donc, on va voir ici qu'on a toutes les parties de l'ensemble qui sont présentes ici. On va prendre la clarinette et je vais prendre la partie de clarinette 1. Donc on a vraiment ce découpage qui est fait vraiment très fin au niveau des sous-sections. Et là, sur ce morceau-là, on a un MP3 d'accompagnement. Je peux mettre la partie de clarinette. Un morceau. Voilà un autre type de morceau qu'on a. Et évidemment, on peut naviguer entre toutes les parties très facilement via ce menu, ou lorsqu'il y a plusieurs mouvements, comme c'était le cas sur le morceau de Marcello, on peut naviguer entre les différents mouvements. Un troisième type d'exemple, qui là va faire appel
Alors, je vais commencer par un morceau de chœur. Oh, pardon, non, je vais directement aller. Je crois que celui-ci aussi est un morceau pour soprano, alto, ténor, basse. Par contre, il a un intérêt. Je vais aller le chercher dans la search. Ce morceau-là, en fait, est disponible à la fois en partition interactive et en format PDF. Ce que vous pouvez voir ici, cette petite icône, c'est digital, donc format PDF, et le petit bouton play, ça veut dire format interactif. Et lorsque je regarde ce morceau, on voit qu'on a un onglet interactif et on voit qu'on a un onglet digital. L'intérêt de ces morceaux qui deviennent de plus en plus fréquents sur notre plateforme, parce que les éditeurs sont convaincus maintenant qu'il n'y a pas de restriction particulière à mettre leur PDF dans la plateforme, c'est que je peux ouvrir, je vais prendre l'Octavo, je peux ouvrir mon PDF. Et là, j'ai vraiment le PDF original qui correspond parfaitement à ce qui a été produit et imprimé par l'éditeur. Je vois que j'ai une petite mention ici qui dit que, évidemment, je ne peux utiliser cette partition que pour mon usage personnel. Si je veux que toute ma classe puisse utiliser cette partition, il faudra que chaque élève de la classe ait cet abonnement à Make Music Cloud, ce qui semble assez légitime d'un point de vue copyright et d'un point de vue rémunération des auteurs. Lorsque j'ai l'option d'impression, je peux choisir d'imprimer ce morceau et de le télécharger soit en PDF, soit de l'imprimer sur une imprimante locale. Donc ça permet d'avoir accès à la musique directement. Et ensuite, lorsque je suis à la maison et que je suis un élève, je peux revenir sur la page précédente et aller vers la partition, vers le format interactif et choisir d'écouter, d'ouvrir la partition qui aura un accompagnement avec la totalité des voix SATB ensemble, ou au contraire avec un accompagnement qui mettra en valeur ma partie à moi qui sera chantée. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais ouvrir la partie de ténor. Donc la partition qui s'affiche avec les petites introductions qui sont représentées par des notes grisées en petite taille. Donc là, on entend très peu le reste de la chorale. Vous voyez, quand j'arrive au bas de la partition, la moitié de l'écran du haut se met à jour, de manière à ce que j'ai une navigation, une lecture fluide, sans avoir de prendre le tour de page. Donc voilà un autre exemple où là, on combine la puissance de l'impression et du format papier et les outils digitaux pour la pratique entre les sessions. Et c'est vraiment notre conviction à Alfred et Make Music, et l'une des raisons pour lesquelles on a mis ces deux entreprises sous le même toit, c'est ce qu'on appelle cette approche phygital, donc un mélange de physique et de digital, pour vraiment offrir le meilleur des deux mondes aux musiciens. Je dois pouvoir naviguer sans friction entre ma partition papier, je vais en ligne, c'est la même gravure, la même qualité de gravure, mais j'ai des outils additionnels. Je suis en ligne, j'ai créé quelque chose dans Compose ou avec Sight Reading Builder, et je veux maintenant imprimer parce que dans plein de cas de figure, c'est plus facile de pouvoir annoter un papier plutôt que d'annoter en ligne. Donc c'est vraiment cette expérience qu'on veut offrir. Est-ce qu'il y a des questions sur le catalogue, sur les morceaux qu'on vient de voir ou sur cette application de pratique musicale? Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Ok. Très bien, au niveau du temps, on est pas mal. Il reste une petite section sur Final. Alors, je crois... juste un petit mot sur la plateforme. Donc, il y a une plateforme Art Connect qui a été créée, une plateforme Make Music Cloud. Aujourd'hui, on a 50 abonnements professeurs qui ont été offerts. Il y en a la moitié qui ont été utilisés. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore de compte et que vous voulez explorer la plateforme. Et au niveau des élèves, je crois qu'il y a 300 abonnements qui ont été offerts. Il y a très peu d'élèves aujourd'hui qui ont utilisé cette opportunité. Donc, encore une fois, n'hésitez pas
à inviter vos élèves à rejoindre la plateforme. Je pense qu'au niveau du temps, ce sera un peu compliqué aujourd'hui de vous montrer exactement comment inviter un élève. C'est très simple. Il faut créer une classe et ensuite partager le code de la classe avec des élèves. Mais il me semble on pourra travailler, Marie-Hélène et Alexandre, sur quelques next steps et quelques étapes si c'est nécessaire. Oui, on a prévu effectivement de relancer un peu l'utilisation. Donc, il y avait une phase un peu de test avec certains professeurs volontaires sur le printemps 2022. Et là, on redémarre la saison. Donc, on va effectivement réinformer avec à l'appui également le webinaire d'aujourd'hui qui sera accessible en replay pour là véritablement maintenant mettre les élèves dans la boucle et tester véritablement avec eux en situation pédagogique et pas juste avec les enseignants qui Ouais, commençaient à manipuler l'outil en fait. super, merci. Je passe maintenant sur la partie finale. Et j'ai beaucoup hésité à quel niveau de détail je peux donner sur finale, parce que en fait, c'est assez binaire. Ou bien je reste très vague, ce qui va être le cas aujourd'hui, et on va voir ce qui est possible de faire. Si on commence à aller dans le détail de finale, c'est vraiment un webinaire de 3 heures au moins pour juste gratter la surface de ce que peut faire l'outil. Donc, quelques points clés sur Final. C'est un outil qui a 25 ans. On en est à la 27e version majeure de Final. Entre-temps, il y a toujours des petites versions qui ont lieu entre les versions majeures. Aujourd'hui, c'est le logiciel de très loin qui est utilisé majoritairement par les éditeurs, que ce soit en Europe, où il y a un peu de concurrence de Sibelius, notamment en Angleterre, puisque c'est un logiciel anglais à la base. Mais aux États-Unis et dans le reste de l'Europe, Final est vraiment la référence. Le credo de Final, c'est Music Your Way, c'est-à-dire aucune restriction dans la gravure musicale. Si vous voulez faire des musiques en escargot, c'est possible avec Final. Si vous voulez rajouter des illustrations, faire de la mise en page, tout est possible. Ça peut être compliqué parce que l'outil est puissant et donc forcément, il est assez ambitieux de vraiment tout maîtriser. L'autre point fort de Final, c'est qu'il a de loin le meilleur export musique XML. Et ça, c'est important quand on veut importer des choses dans un outil comme Make Music Cloud. On a Michael Good, qui est l'inventeur du musique XML, qui en fait a rejoint Make Music en 2012 et qui depuis travaille sur améliorer le moteur d'export musique XML. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on a. Et il y a beaucoup de samples de sons de la librairie Garitan qui sont inclus dans Final. Il y en a une version spécifique des librairies Garitan, Garitan for Final, qui sont inclus par défaut dans Final. Donc ça aussi, c'est un élément assez important. Comment est-ce que Final s'articule avec Make Music Cloud? Là encore, je ne vais pas faire une démo complexe, je vais juste utiliser une petite vidéo qui explique que lorsqu'on est dans Final, je vais mettre en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Donc on a une intégration entre Final et Smart Music qui maintenant est devenu Make Music Cloud, donc exactement ce qu'on a vu. Donc là, il y a une composition dans Final et on peut maintenant cliquer Final Share. Et là, vous avez juste à rentrer vos identifiants Make Music Cloud, donc le username et le password. Et vous avez deux choix. Ou bien je vais le partager avec quelques adresses email, un peu comme sur une Dropbox ou sur Google Drive. Ou bien je vais créer un lien public. Et ce lien-là, eh bien, je peux le partager par email à n'importe qui. Et lorsque les personnes vont cliquer sur ce lien-là, elles vont ouvrir la partition, mais dans le lecteur interactif Make Music Cloud. Donc ça, c'est un élément, je suis directeur d'une chorale, j'ai 50 personnes, eh bien, je peux rentrer la composition sur laquelle on va travailler dans Final, à condition évidemment qu'elle ne soit pas sous copyright, et la partager très facilement avec mes choristes. Là, on a vu l'exemple de quelqu'un qui avait cliqué sur le lien, qui va ouvrir la partition et qui va avoir sa partie qui va s'afficher et en accompagnement, le reste de la partition. Moi, j'ai une question du coup, Grégory, par rapport à ça. Donc, ça suppose, si on fait ce partage, que les personnes avec qui on le partage ont un compte. Il faut leur avoir au préalable attribué une licence élève. Il faut qu'ils aient un compte gratuit. Ils n'ont pas besoin d'avoir un compte payant pour bénéficier de cette feature. Donc, ça veut dire qu'un enseignant qui bénéficierait d'un abonnement sur Smart Music pourrait partager des partitions avec les élèves sans que les élèves aient nécessairement à payer ou à être dans un abonnement établissement en fin de compte. Oui, à condition qu'il soit
propriétaire, j'ai pas le mot en français, mais le L'administrateur? non, le compositeur originel de la partition. Évidemment, D'accord, ou que ce soit une partition du domaine public, mais d'accord. évidemment, si je prends une partition de John Williams, que je la mets dans Final et que je la partage, euh, c'est à l'encontre des règles qui sont les règles qu'on a quand on crée un compte Make Music. Et par ailleurs, il y a toujours systématiquement, avant de partager, un petit pop-up qui dit « Je confirme que je suis le propriétaire des droits de cette partition ». On est vraiment très rigoureux là-dessus. Il y a beaucoup de sites qui permettent de scanner des partitions et de les partager, qui disent non, mais nous, on fait juste on est juste la plateforme qui stocke ces partitions. Même cette approche-là va à l'encontre du copyright. Donc, ce qu'on évoque, le flow entre Final et Make Music, c'est uniquement pour des partitions, des créations originales, des créations du public domaine ou des exercices ou ce genre de choses. D'accord, merci. Euh, Dès que la partition a des ayants droit, évidemment, il est légitime qu'elle soit monétisée. Et donc, dans ces cas-là, nous, notre ambition qu'on a avec Make Music Cloud, c'est qu'à un moment donné, la situation soit aussi simple que sur Spotify, où à l'époque, les gens essayaient d'avoir des MP3 par-ci, par-là. À partir du moment où il y avait une plateforme unique qui avait l'intégralité des partitions pour tous les labels, ça devient plus simple de se dire, bon, bah, je vais payer un abonnement et je ne me pose plus la question, j'ai accès à tout ce contenu. C'est un petit peu ce qu'on est en train de construire avec Make Music Cloud, où on a aujourd'hui 350 000 partitions, mais de plus en plus, notamment aux États-Unis. Chaque nouvelle partition qui sort aux États-Unis, elle est intégrée dans Make Music Cloud. Donc évidemment, il y a tout un back catalogue de millions de partitions qu'on ne sera jamais en mesure d'intégrer, mais cette approche PDF facilite la tâche. Et pour les nouvelles partitions qui sont créées chaque année, on essaie de les mettre toutes au format interactif. Et notre ambition, c'est de se dire, plutôt que de ressaisir une partition dans Final à la main, plutôt que de scanner une partition et ensuite d'éditer la partition, parce qu'il y a toujours des erreurs quand on fait de l'OMR dans les partitions, pourquoi ne pas juste avoir un abonnement à Make Music Cloud, où toutes les partitions sont là, et où là, je peux très librement partager mes partitions, indiquer à mes élèves via une playlist quels sont les morceaux qu'il faut qu'ils jouent, etc. Dernier petit point sur Final. En tant qu'adhérent Art Connect, donc il y a 30 licences finales qui ont été transmises au réseau. Ce sont des licences US, donc en anglais. On a un distributeur en France qui fait de l'excellent travail, qui est IPE Music, qui propose des prix très agressifs sur les licences académiques. Donc si vous voulez, et la raison pour laquelle on ne propose pas de licence en français au réseau Art Connect, c'est que c'est précisément IPE Music qui fait le travail de localisation, c'est-à-dire de traduction, qui fait tout le travail de support. Donc vous pouvez découvrir Final si vous ne le connaissez pas via la licence US. Si vous voulez continuer à l'utiliser au mieux et avoir un support de qualité en français, n'hésitez pas à prendre une licence académique. C'est une licence que vous payez une fois, ensuite vous avez accès à vie à l'outil. Donc c'est une manière d'accéder à ce contenu et à cet outil. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans Final, de la même manière, IPE propose des formations via un partenaire. Et les retours qu'on a eus sur ces formations sont toujours excellentes, très adaptées au niveau des participants. Donc là aussi, n'hésitez pas si vous avez des envies de devenir un expert de Final. Ça peut prendre du temps, mais c'est un beau challenge. Voilà, donc pour conclure, je voulais... c'est très bien, il me reste 1 minute pour que ça fasse 1 heure et demie. Je réitère les principaux messages de ce webinaire. Donc là, les 2 sociétés qui joignent leurs forces pour essayer de proposer une plateforme de pratique musicale engageante, c'est Alfred Music et tout le catalogue et tout son réseau d'éditeurs partenaires, et Make Music, qui est vraiment la branche technologique de notre société. On sait qu'on devra s'adapter, on devra traduire l'outil, on devra prendre en compte tous vos commentaires. Et n'hésitez pas à me contacter directement, n'hésitez pas, lorsque vous utilisez l'outil avec vos élèves, à indiquer ce qui serait idéal. Tout ne sera pas fait évidemment immédiatement, mais c'est très important pour nous de comprendre comment on peut offrir une plateforme qui soit pertinente pour le marché européen et pour le marché français. Les 3 offres qu'on a vues, c'est les offres Make Music Cloud, donc cette grande plateforme qui a des outils et un catalogue. On a aussi vu Final et comment Final s'intègre dans l'outil Make Music Cloud. Et pour commencer l'usage de ces plateformes-là,
pour commencer à pouvoir possiblement avoir des retours pour nous. N'hésitez pas à utiliser les licences gratuites que vous avez, que ce soit côté Make Music Cloud ou que ce soit côté Final. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard. Marie-Éline, n'hésitez pas à communiquer mon adresse email aux participants et je serai ravi de m'entretenir avec eux. Merci beaucoup, Grégory. Effectivement, on pourra partager votre email, mais on a aussi, depuis la rentrée de septembre, notre plateforme aussi à nous, la plateforme ArtConnect, sur laquelle on peut vous ouvrir ou ouvrir à l'un de vos collaborateurs l'accès. Et les enseignants, les chefs d'établissement pourront directement échanger. Ce sera sans doute plus simple même que par mail. On peut ouvrir un fil de discussion spécifique à Make Music, à Smart Music, etc., dans lequel les uns et les autres pourront faire leur retour. Je pense que ce serait peut-être le plus pertinent. Effectivement, Oui, pour conclure, si jamais certains d'entre vous ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ouvre le chat justement pour avoir la discussion. Voilà. Différents remerciements des participants. En tout cas, Grégory, vraiment au nom de tout le réseau ArtConnect, un immense merci pour ce partenariat concrétisé il y a quelques mois, le soutien que vous nous apportez qui est un soutien précieux. Merci également pour votre temps aujourd'hui en direct des États-Unis, c'était assez unique pour nous aussi. Et puis on ne manquera pas de vous faire partager bien évidemment tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec la plateforme Smart Music que vous avez ouvert pour ArtConnect. Donc vraiment un très très grand merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir et merci à tous les participants.